C'est une discussion démocratique entre des citoyens voulant faire gagner une gauche de rupture en 2027. Donc Olivier Perroux, sur cet article, ment. C'est un chèque de 400 000 euros à la Voilà, donc ça c'est faux. Mais du coup, si tu le critiques, tu fais un peu partie de la meute, t'es au courant? Personne dans notre équipe avait préparé la victoire de Christiane Taubira. Alors ça, je comprends pas comment c'est possible. T'as parlé avec quelqu'un de la France Insoumise qui t'a dit que leur but, c'est pas de gagner la présidentielle en 2022? C'est exactement ce que nous, on a entendu. Est-ce que c'est Clémentine Autain qui t'a dit, en fait, on peut pas gagner? Un an après, ils refusent de voter une motion de censure alors qu'ils se sont engagés. Ils ont considéré comme une donne le fait que Lucie Castet serait pas première ministre. On a retaillot! Le PS a laissé faire ça. Est-ce que t'es pour une primaire, alors, pour 2027? Yo, comment ça va tout le monde? Posez-vous. On est reparti en live et on a aujourd'hui un invité surprise, Samuel Gibowski, les gens. Hey, il m'a dit que c'était Gibowski. En fait, moi, je me trompe depuis genre 3 ans sur comment on prononce ton nom, je suis désolé. Il était bien orthographié quand même, le GRZY, il faut quand même. T'as vu, j'ai pas fait la faute d'orthographe. Je l'ai géré. C'était parfait. J'ai l'impression d'avoir traversé l'écran, d'avoir été caché dans une vidéo YouTube et de dire ok, c'est bon, je viens. Ouais, c'est... Bah ouais, les gens, il y a peut-être des gens de la communauté qui sont peut-être un petit peu surpris aujourd'hui. Parce que bon, ça fait un moment, enfin déjà la dernière vidéo sur les primaires, une grosse partie de la vidéo parlait de toi, parce que t'es le cofondateur, hein, c'est normal. Et ouais, enfin c'est trop marrant que tu sois là, du coup, merci d'être venu. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très curieux, très envie de débattre avec l'intention commune qui est de faire gagner la gauche de rupture sur comment et pourquoi. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des malentendus, des informations, parfois du fake aussi, on va en parler, donc je suis super content. Merci pour l'invitation. Bah ouais, carrément. Hein. Ce qui est bien, on a un objectif quand même de base qui est objectif commun, une victoire de la gauche de rupture en 2027, tu vois. Ouais, on peut dire ça, exactement. Et donc, pour moi, c'était le cas en 2022 déjà. Hein. Ouais. Mais après, est-ce qu'on se fait comprendre comme ça Tout à fait. On va parler de tout ça en détail. J'espère que Mulch a fait du guacamole pour son invité. Malheureusement, je t'ai pas fait le guacamole, c'est vrai. Il a dit que tu fais le guacamole? Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, j'en fais un. Ah, c'est pour ça qu'il y a une Attends, question super importante. Est-ce que tu mets des dés de tomates dans le guacamole? Non, jamais. BPT, c'est pour toi. Au moins, Samuel, il est plus basé que BPT sur un sujet, les gens. Après... Confirmé. Pour moi, guacamole, c'est avocat, coriandre, oignon rouge. J'adore. D'accord, oignon rouge. Oignon rouge, ouais. Sel. Ouais. Et l'huile d'olive, beaucoup. Ah, tu mets huile d'olive? Non, ouais, moi, je j'en rajoute. Bah, y a déjà le gras avec la guacamole. Ouais, mais jamais assez. C'est du bon gras, genre l'huile d'olive et tout, c'est vraiment le feu, quoi. Aïe. Ah, je regarde le chat. C'est le stream de l'après. Bah oui, les gens, on est avec mon camarade de l'après, du coup. Parce que moi, j'ai adhéré à l'après. Toi, t'es adhérent à l'après? Non, aussi? j'ai pas adhéré à l'après. Après, il est même pas à l'après, les gens. Non. Je suis plus à l'après que Samuel Gibowski, oui, vous vous rendez compte? C'est vrai. Non, après, j'ai beaucoup d'estime pour LZE, pour ce qu'ils font. Je comprends la logique et même je soutiens une gauche de rupture, une gauche radicale qui essaye de s'affranchir de la dépendance à Jean-Luc Mélenchon, malgré tout ce qu'on lui doit. On va en parler. Donc bah, du coup, tu soutiens pas l'après, du coup. Mais... Comment ça? Si tu soutiens une gauche de rupture. C'est la blague. On va en parler en détail, les gens, on a le temps. Alors, tous ces gens qui étaient insoumis, invétérés, qui ont écrit l'avenir en commun, qui ont conçu la doctrine de la gauche de rupture, ils peuvent plus, d'un seul coup, ils le sont plus, quoi. Hors de mélange, point de salut. On va en parler, Là, c'est le petit chill du début. Je pense qu'on va peut-être rentrer dans un peu plus un débat sur certains points par la suite, mais... Si déjà on est d'accord sur l'objectif, ça permet de s'agencer sur comment est-ce qu'on contribue à la cible. La gauche de rupture au pouvoir en 2027. C'est pas le mec de Primaire Populaire. Exactement, les gens. Vous avez le cofondateur de Primaire Populaire. Par contre, c'était au singulier. Hein. C'était la Primaire Populaire. C'était un seul tour. Avec un vote méga chelou, faut le dire. Avec un jugement majoritaire où on a attribué des voix. Ah, c'est marrant parce que je crois le vote jugement majoritaire, c'est un des points où je suis genre d'accord avec la Primaire Populaire. Ouais. Mais c'était pas très populaire, faut reconnaître. Comment t'expliques ça aux gens? Faut donner une motion. Tu sais pas si... en plus, il y a plein de gens, mais mathématiquement, c'est faux, qui pensaient que si tu mettais la motion max à quelqu'un et la plus basse à tout le monde, c'est comme si t'avais voté pour une personne, alors qu'en fait, pas vraiment. Parce qu'il y avait quand même des pondérations de moyenne. On a vu la stat, à notre grande surprise, la plupart des gens, ils échelonnent vraiment, ils ventilent le résultat. C'est-à-dire, il y avait une base, genre à peu près de 10% par candidat préféré, donc 10% du tout, quoi, qui mettent le max à leur chouchou et le plus bas à tous les autres. Mais à part ces 10 fois le nombre de candidats, donc il y en a 5 qui ont été présentés au vote, ou 6, je sais plus, tous les autres, ils ventilaient. Vous avez pu récupérer ces données, alors? Ouais, anonymisé, on avait exactement... En fait, quand quelqu'un a mis X à quelque chose, qu'est-ce qu'il a mis à un autre? Ouais, et donc on voyait les zones de polarité, bien sûr. Ok. Je me demandais si vous les avez récupérées parce qu'on a reçu
il y a quelques semaines, je crois, un ancien militant primaire populaire, Ouais. et il nous disait NeoVote avait pas trop transmis. Le détail? Peut-être que c'est lui qui était juste pas au courant, enfin je sais pas. Non, je pense que c'est lui. Alors, NeoVote, il y a eu d'autres problèmes, mais non, sur ce problème, franchement, c'était assez transparent. Par contre, le vote était complètement anonyme, ça c'est vrai. L'ACB, elle permettait de certifier que la personne existe et qu'en fait, ça renvoie à une identité réelle. Toutes les comptes qu'on a vus en ligne qui prétendent avoir voté 2 fois d'après NeoVote, c'est pas vrai. Et on avait un avocat dans la boucle qui a plutôt attesté le point de vue de NeoVote en disant en fait c'est impossible à prouver. Donc nous on est plutôt parti du principe que les gens qui disent avoir voté 2 fois ils ont fait les malins. Après encore une fois là je défends des trucs, il y a d'autres erreurs qui ont été faites, mais là sur la partie possibilité de voter 2 fois, je pense mon point de vue c'est pas possible. C'est normal que les ventilations se sont faites correctement, mais avec l'habitude, ce type de votes se feront avec stratégie. Un vote maxi pour un candidat. Un vote maxi pour un. Mais c'est pas ce que en gros, toi, tu dis, c'est pas ce que tu as constaté dans les faits. Non, c'est pas ce qu'on a constaté dans les faits, mais surtout, moi, je suis quand même revenu de ce système de vote parce qu'il est quand même peu compréhensible par la plupart des gens. Et il y a un point sur lequel je suis d'accord dans l'interview de Ruffin dans Libé la semaine dernière, c'est de dire on a un système de vote en France qui s'est imposé depuis 1848, qui est le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Il a plein de défauts, mais il a quand même la vertu d'être très clair et très compréhensible pour les gens. Il faut quand même pas nier que l'éducation populaire et la pédagogie et la démocratie ces dernières années, elle a pris un gros coup dans la gueule. Et donc, c'est pas mépriser les gens que de penser que c'est bien d'avoir un système de vote qui est quand même limpide. D'accord, donc, le fait que ça soit accessible à tout le monde, c'est hyper important pour le vote majoritaire, il est quand même très compliqué. Limite, les scrutins par classement, sur lesquels je me suis penché récemment, je trouve que c'est des entre-deux déjà qu'on peut plus évoquer parce que il faut juste mettre un numéro à côté de quelqu'un. Et en fait, t'es quand même basé sur ma préférence et tu hiérarchises. Une mention, c'est quand même très scolaire. Et puis, je me souviens des mèmes assez drôles sur le soir de l'annonce des résultats. J'avoue 31 janvier 2022. On s'est peut-être un petit peu moqué de l'aspect genre très bien. Ouais, exactement. C'était un peu à l'école, quoi. Chacun avait son résultat. Le meilleur truc, ça serait pas de donner genre une mention avec plein d'options, mais juste de dire est-ce que tu approuves ou est-ce que tu désapprouves chaque candidature. Ou peut-être même avec une option neutre, tu vois, genre oui, neutre ou non, tu vois. Dans le vote majoritaire tel qu'il est promu surtout par Chloé Ridel, qui avait créé une asso sur le sujet, qui est députée européenne depuis, c'est elle qui avait porté le plaidoyer auprès de nous pour nous convaincre de le faire. En gros, elle disait qu'on pouvait faire 3, 5, 7 mentions. Il faut toujours qu'il y ait une mention médiane et des mentions aux extrémités. Mais à vrai dire, tout est possible. Nous, on avait choisi 5. Tu peux aussi choisir le contenu de la mention que tu mets. Nous, on avait mis de très satisfaisant à insuffisant, donc c'est ce qui donnait le côté un peu scolaire. Je pense que c'était une 18 innovation sur 20, 16 sur 20. Intéressante. Bac avec mention. Moi, avec le recul, je trouve que la prix impopulaire, elle avait la vertu principale d'ouvrir des possibles et en fait de secouer un peu les règles du jeu. Au fond, elle est arrivée quand même assez tôt, le fait qu'elle pouvait pas parvenir à son objectif premier. Et donc, d'avoir profité d'une situation de créativité pour tester des choses, c'est pas plus mal. Mais honnêtement, je le referai pas. Là, si on doit faire une primaire en 2027, donc il y a un débat sur est-ce que c'est mai 26 ou octobre 26, honnêtement, moi, je plaiderais pour soit le scrutin le plus classique, soit éventuellement du classement. Il faut du physique, ça c'est sûr, pour reprendre la dynamique populaire de 2011 au moins. Et une fois que tu es dans le physique, aussi pour les questions de sécurité, puisqu'il y a un doute, pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir de doute, mais force est de constater qu'il y a un doute, donc ça participe. Et dans ce physique-là, soit tu prends un bulletin normal, soit tu mets une liste. L'avantage de la liste, c'est que tu définis plus facilement des barycentres. Tu vois plus qui est la personne convenable, alors que les problèmes de vote par élimination, tu peux quand même avoir un truc où la personne qui l'emporte à la fin, elle satisfait 51%, mais elle est détestée par les 49%, alors que quelqu'un qui est classé deuxième par tout le monde, il va créer du consensus. Tu vois des deux bords de l'arc. Alors que si tu fais, encore une fois, le scrutin classique, bah, t'as de fortes chances que le vainqueur, il déçoive une moitié, enfin plus qu'une moitié, quoi. Je pense que je vois, Je pense que je vois ce que tu veux dire. Salut Muche, l'invité a-t-il regardé ta vidéo sur les primaires? Alors en vrai, ce qu'on peut faire, il n'y en a pas qu'une, c'est sa nouvelle passion, les vidéos primaires de Muche là. Moi, j'avoue, c'est un peu on est sur un arc primaire 2027 en ce moment sur le stream, donc c'est parfait de t'avoir aujourd'hui, comme ça on poursuit cet arc. Mais du coup, on peut peut-être du coup. Bon, j'ai préparé un petit plan et tout, mais on va pas forcément le faire étape par étape. Attends, désolé si je vais insister, mais où sont les données anonymisées du vote pour pouvoir les analyser?
S'il n'y a pas eu d'arnaque. Ouais, est-ce qu'on pourrait avoir... Est-ce que tu penses on pourrait avoir accès publiquement? C'est une bonne question. Franchement, moi, j'ai quitté toutes les instances de décision de primaire populaire qui existent encore aujourd'hui en tant que personne morale sous le nom de Victoire populaire. Vous avez probablement remarqué ça. J'ai quitté en avril 2022, donc j'y ai plus aucune présence active. Alors si je suis quand même adhérent, parce qu'il y a une association, mais j'ai pas d'autre rôle, je pense que leur écrire un mail et leur demander, ils vont répondre. T'as raison, pour moi, il faut juste leur demander est-ce que vous avez infos sur les données Ok, bah écoute, évidemment, on essaiera. Hein. Je les ai évidemment pas. On essaiera. Hein. Ok, merci, mais ne pas me dire je ne suis pas au courant, ils n'y ont pas accès. Oula. T'as des infos spécifiques là-dessus ou juste tu pars du principe que c'est le cas? En fait, après, ça dépend accès à quoi. Encore une fois, les données, elles étaient complètement anonymisées. Donc, on peut pas identifier la personne. On peut pas retrouver son code postal, son adresse IP. Par contre, je pense qu'on peut avoir le contenu du votant X. De mon point de vue, encore une fois, j'ai un léger doute. Mais pour moi, on peut voir X, s'il a mis la meilleure motion à Taubira, qu'est-ce qu'il a mis aux autres. Ça, et juste anonymisé, mais en gros, t'as quand même... Exactement, pour moi, je crois qu'on avait accès à ça. Mais après... peut-être me trompe. Honnêtement, franchement, je j'ai pas de réponse à cette question. Non, mais on essaiera. Peut-être on contactera. Si le chat, si jamais il y a des gens. Il y a des petites coupures où c'est que moi, peut-être le filtre est un peu trop sec. Ah, attendez, ok, je vais baisser le noise gate. Ouais, dites-nous, pardon, j'ai oublié de vous demander au niveau son et tout. J'ai galéré à faire le setup, mais normalement, les 2 micros, ça passe quand même. Ouais, t'as raison, je vais baisser juste la coupure du noise gate. Le son est bon. Ah, trop bien. Ok, je baisse un peu. Voilà. Ok. À part ça, c'est bien. Ok, trop bien. Bon, alors je pense qu'on peut on peut peut-être... Non, attends, il n'y a pas d'attaque ici. On prend la conversation. Il n'y a pas d'attaque ici. Non, mais on attaque le sujet, quoi. On va plancher. C'est une discussion démocratique entre des citoyens voulant faire gagner une gauche de rupture en 2027. C'est hyper important, les gens. D'avoir cette discussion aujourd'hui. Je pense d'abord on peut se plonger un peu, on peut revenir sur la primaire populaire, sur ma vidéo, parce que comment t'es tombé sur ce contenu, cette vidéo? À la base, c'est toi qui m'as contacté. Tout le monde me l'a envoyé. Ouais. Ah, mais tout le monde me l'a envoyé. Genre, j'ai eu des dizaines de messages de potes, de camarades, messages privés. Donc, je l'ai regardé un soir chez moi, tranquille. Et puis, comme plusieurs fois, tu me dis, faut qu'on se parle. Je me suis dit, bah bien sûr, donc je t'ai répondu multiplateforme. Je crois que je l'ai mis sur YouTube, je te l'ai envoyé sur X, genre j'ai mis partout, mais avec plaisir. Ouais. Et du coup... Mais ça c'est vieux, Cohn-Bendit et Mélenchon, c'est le 2017, non? Ces trucs-là, c'était un délire. C'est la primaire d'avant encore, c'est pas la primaire, c'est 2017, c'est 2016. Ouais. Et genre c'est Cohn-Bendit. Il le tutoie et Jean-Luc qui lui dit... Non mais cet extrait, il est légendaire. Il est légendaire cet extrait. C'est marrant que Mulch soit aussi virulent dans ses débats en ligne et si conciliant quand la personne est en face. Ah, attends. Ça va. Les gens, ils me disent toujours ça. Genre, ils disent, je suis horrible. Non, ça va. Dans les débats, je coupe trop la parole. Non, pour moi, t'es moqueur à un moment, c'est tout. Mais on en a déjà parlé, c'était ok. Il y a pas de virulence. Dans la vidéo, tu veux dire? Oui. T'es horrible et tu coupes la parole, oui, mais on t'aime bien quand même. Ok. Franchement, moi, je les ai vus. Je le prends. Je les ai vus à 2 dans un café là, celui où Jaurès a été assassiné. On avait l'âme de Jaurès avec nous. Ouais, parce qu'on est allé. Oui, parce qu'avant ce stream, on est allé se prendre un coup ensemble. On allait boire un coup. En vrai, je pense qu'on va refaire la discussion qu'on a eue. Avec grand plaisir. Du coup, tout le monde te l'a envoyé. Initialement, je pense que tu m'as contacté en me disant t'as beaucoup de choses à dire dessus et tout. Bah, moi, je t'ai dit, il y a 3 choses qui m'ont marqué. Bon, le premier truc, comme ça, je l'élimine, c'est qu'il y avait des erreurs factuelles. Par exemple, mon tweet qui était au second degré ou l'argent qu'on a reçu d'Olivier Legrain. Ça, c'est le genre de truc. Après, il y a un côté moquerie que j'ai pas compris sur le... Je fais le menu comme ça, on l'a sur qui peut... Enfin, voilà, et de comment est-ce qu'on est camarades, où s'arrête la camaraderie. Et après, pour moi, une fois qu'on avait enlevé ces 2 éléments, tout était intéressant. Je souscrivais à l'essentiel de la critique. Je pense qu'on n'a pas les mêmes stratégies pour y parvenir, que les stratégies se respectent et que moi je crois vraiment que la gauche doit arrêter avec une culture hégémonique et que justement c'est ce qui va rendre possible sa victoire parce que on a tendance à croire que... Par exemple, ce tweet, tu dis que ce tweet, en fait, c'est un truc second degré, c'est ça? Alors, ce tweet, c'est complètement second degré. T'avais dit Macron, ni de droite, ni de gauche. Avril 2016. Il m'a beaucoup été reproché par... il t'a été opposé, par des insoumis. Donc, c'est évidemment un tweet de moquerie. À l'époque, il n'y a quand même pas trop de doute.
Si on suit mon Twitter à l'époque sur le fait que je suis anti-macroniste et que je suis un militant de gauche, on parlera peut-être après si vous voulez de mon engagement politique, mais... Après, il y a beaucoup de gens qui se disaient de gauche en 2016, qui se sont dit Macron il est bien progressiste. Sûr. Donc, non, et moi j'ai pas jamais été assez de gauche. En 2011, j'avais fait la campagne de Aubry à la primaire justement contre Hollande. Au PS, j'espérais que Hamon mette sa pâtée Manuel Valls. Et il se trouve qu'au présidentiel 2017 et 22, j'ai voté Mélenchon en premier tour. En 2012, j'avais voté Hollande parce que j'avais été proche de Martine Aubry avant. Enfin, on peut en reparler après de cette chrono. Mais non, en 2016, là, on est clairement sur de la moquerie. C'est du second degré. Et surtout, le truc principal pour moi qu'il faut dire là-dedans, c'est qu'il y a aussi un contexte de débat. C'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont oublié, mais Mélenchon a défendu le dépassement droite-gauche. Et ça c'est sorti de la mémoire collective. Je le dis solennellement, Je n'ai jamais soutenu Emmanuel Macron et je l'ai combattu depuis qu'il est apparu dans le paysage politique. Ça, c'est quand même une donne... non, mais moi, je te crois là-dessus. Hein. Je te crois là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais. Salut tout le monde, salut Mulch et l'invité, très content de voir ce débat. Top que l'invité l'ait souhaité, bravo à lui. Bah, carrément, hein, carrément. Alors, le deuxième truc, c'est sur les 400 000 euros d'Olivier Legrain. Ouais, alors ça, les gens... Si vous vous souvenez, j'ai parlé du don de Olivier Legrain. Olivier Legrain, qui semble être le plus gros financeur de l'opération, avec un petit don personnel de 400 000 euros. 100 000 euros ont été prêtés par Maxime Kurkjian, un homme... Donc ça, ce don, moi, je l'ai sourcé de Olivier Perroux dans l'Express. Ouais, alors toi, tu dis, en fait... Qui est l'auteur de La Meute, là. Ouais, il est passé au monde depuis. Co-auteur Meute. Ouais. Donc Olivier Perroux, sur cet article, et de mon point de vue, c'est pas la première fois qu'il le fait, et j'aimerais m'en expliquer. Mais du coup, si tu le critiques, tu fais un peu partie de La Meute, t'es au courant? Non, je rigole. Non. Ment. Alors, je sais pas s'il ment en conscience ou si vraiment il croit ce qu'il dit. Mais les rapports financiers de la Pré Impopulaire, ils étaient téléchargeables. Donc, Olivier Legrain a prêté 50 000 euros à la Pré Impopulaire qui lui ont été rendus après le vote parce qu'il y a eu une levée de fonds très importante citoyenne en crowdfunding pendant le vote du fait de l'enthousiasme. Et il a donné 50 000 euros au démarrage à une association qui n'existe plus, qui s'appelle 2022 ou jamais, qui était l'association qui a posé les prémices de la Pré Impopulaire, donc qui n'était pas associé parti politique. Et ça, comment préparer le socle commun. Comment on peut en être sûr? Parce que du coup, il y a deux versions. Est-ce qu'il y a moyen de publier le rapport financier de la primaire, pour moi, ils étaient téléchargeables à l'époque, du moins. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore là, franchement Après, ils étaient téléchargeables, mais c'était pas le truc où ils publiaient que les noms de ceux qui ont donné 200 euros. Non, ça, c'était pas ça, c'était juste la transparence des donateurs. Oui, non, bien sûr. Ah oui. Moi, je parle d'un vrai rapport comptable. Comme tu dois faire ta comptabilité avec une société en fin d'année, il y avait vraiment l'intégralité. Donc moi je le dis, je l'affirme, j'ai pas les éléments aujourd'hui pour fournir les preuves. Mais du coup, d'où il sort ce chiffre? Pourquoi il dit 400 000 euros? C'est une bonne question. Franchement, soit il a mesuré que ça avait coûté ça en fait à un moment donné, donc il s'est dit ils ont levé 400 000 comme ça, soit je sais pas, il a mis un truc au pif quoi. En tout cas, c'est faux. Bon, après, c'est vrai qu'Olivier Legrain a donné de l'argent à la primaire, mais de 50 à 400, il y a quand même une grosse différence. Le plus gros financeur de l'opération. Il donne vie à Rias en 2020, un fonds de dotation. Ouais, ça c'est vrai. 3 millions, c'est vrai. C'est lui qui a acheté la maison des Médias Libres, ça c'est vrai. Il est même propriétaire de la maison. Hein. Ça, c'est vrai. En 2022, il signe un chèque de 400 000 euros à la Voilà, donc ça c'est faux. Il a jamais signé. Alors, personnel. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas insulter aussi les mouvements citoyens dans leur dynamique démocratique. C'est-à-dire que le cœur du financement de la Pré Impopulaire, c'est du crowdfunding. C'est des gens qui ont fait des dons moyens de 40 euros. Et c'est comme ça que la primaire est arrivée à ces 1,3 million à la fin du budget que tu avais très bien résumé sur l'ensemble de ce qui avait été dépensé. Qui a servi surtout à payer le vote parce que Néovote nous a fait une facture franchement dépassé l'entendement et qui était probablement injustifiée, mais on n'avait pas les moyens de le discuter. Et c'est comme ça aussi qu'on a payé l'équipe qui a animé le process Pré Impopulaire. Mais donc là, les autres sont plutôt bons. Hein. Attends. Est-ce que Max... Ah mais non, mais ça c'est vrai, regarde, pourquoi... Ouais, attends, mais pourquoi ce chiffre est vrai? En fait, ça c'est le vrai chiffre. Il y a plusieurs sources. Ah bah voilà, donc cette source c'est bonne. Ok. Ouais. Bah moi j'ai vu le chiffre de Olivier Perroux, je me suis dit ouais, donc ça, de façon comptable, ça m'avait l'air logique. Tout ça c'est vrai. Donc Maxime Kurkjian, il a donné 17 500. Et il a prêté 100 000, ouais, probablement. 100 000. Ouais, tout ça c'est vrai. Bon, y a pas et que le don moyen, des petits dons, mais 41 euros. Mais moins que ce que j'ai affirmé. Ouais, après, sur les 41... Mais vous voulez pas faire 41 euros, Vous voulez pas faire un procès à Olivier Perroux parce que le mec, il ment ouvertement. Pour un montant erroné, je sais pas. De toute façon, ce genre de droit de presse, il faut 3 mois.
l'après impopulaire, elle a eu une grosse disparition un temps où en fait elle avait plus de pertinence, donc pourquoi porter plainte, t'es en train de faire autre chose de ta vie. Olivier Legrain, je pense qu'il s'en fout. En tout cas, c'est faux, mais dans la mesure où Olivier Legrain est quand même un financier. Bon, les gens, prochain stream, on invite Olivier Legrain ici. Mais je suis sûr, il serait d'accord. Vraiment, tu penses? Mais bien sûr. Tu le connais? Très bien, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, évidemment, il a soutenu l'après impopulaire et puis il vient de sortir son livre avec Vincent Hédin, Sauver l'information des milliardaires. Il soutient les médias libres en créant cette maison sur laquelle j'ai contribué aussi indirectement. Donc non, moi je pense que c'est un mec très bien qui vit sobrement et qui garde l'argent qu'il a gagné du travail, parce qu'il n'a pas d'héritage, hein, c'est un travailleur de très haute responsabilité avec des très gros revenus, mais qui répartit son argent de toute façon, nous ici, on est pour que la gauche prenne l'argent des capitalistes pour se financer, il n'y a pas de problème. Hein. Après, je sais pas si Olivier est capitaliste, mais oui, c'est une bonne stratégie. Non, mais je veux dire, même s'il avait ses revenus du capital, bref. Invite plus Linguisticae, il me rend fou avec sa défense des primaires. Oui, bah les gens, je l'ai déjà invité, il m'a bloqué Linguisticae, donc moi je parle avec Linguisticae quand il veut. Pour moi, il n'y avait pas trop d'autres informations fausses. Bon, après, c'était des trucs, moi j'avais des. C'est pas volontaire parce que j'ai quand même trouvé des sources journalistiques. C'est important de dire la vérité quand même. Mais ouais, non, moi je suis pour droit de réponse de toute façon. Hein. Les deux assos, c'est vrai, c'est un modèle qu'on a utilisé. Bon, après, il y a la vidéo qui a fuité, enfin, soi-disant fuité. Non, ça aussi, c'est un debunk, la vidéo qui a fuité de la France Insoumise. Ça. Nous, notre but avec ça. Vas-y. Attends, mais là, je suis en train de te réveiller un trauma, non? Non, pas du tout, t'inquiète. Le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher les membres du bloc des justices, donc Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures avec ce serment de Romainville qui bloque les parrainages. Votre but, c'est quoi? Alors, mes pauses. D'empêcher. Ouais, très bien. Donc, l'idée pour nous, c'est d'utiliser de tous les éléments justes et non violents pour engager un rapport de force, pour contraindre les partis de gauche à s'associer dans l'optique d'une victoire. Parce que notre stratégie, c'est de dire ils ne peuvent gagner qu'ensemble. Et donc, comme ils peuvent gagner qu'ensemble... Non, j'ai un pull sur la vidéo, c'est pas le même t-shirt, je me suis changé depuis quand même. Et donc, comme ils ne peuvent gagner qu'ensemble... Quand tu crois que quelque chose est juste, c'est l'histoire de la désobéissance civile, on l'a inscrit dans la non-violence, on utilise 3 leviers de pression. Et les 3 leviers de pression qu'on a identifiés, c'est ralentir l'obtention des 500 signatures, avoir un maximum de gens qui soutiennent la dynamique, et la question de l'opinion. Donc le nombre de personnes qui adhèrent au sondage au fait qu'il y ait une candidature unique de la gauche. Alors moi du coup, ma critique... ces leviers de rapport de force avec eux, ils nous ont tous dit, de toute façon, nous, on parle pas la langue de la discussion et de la collaboration. Après, on comprendra de quoi vous parlez. Après, bon, vous êtes quand même en train d'essayer de faire baisser leur code de popularité, d'essayer de faire en sorte qu'ils aient pas les... Enfin, tu vois, c'est logique, mais enfin, je pense qu'aujourd'hui, toi, t'es plus trop d'accord avec cette stratégie, non? Non, je regrette pas. Non, aujourd'hui, je ferais pas ça. Aujourd'hui, je pense qu'on peut rien faire sans les partis. Parce que c'est très important de bosser ensemble pour trouver une cohérence. Je regrette pas qu'on l'ait fait parce que je pense que les partis avaient beaucoup de mal à comprendre que c'était indispensable de s'associer. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils le comprennent beaucoup plus. Et qu'en fait, on a été un peu cet électrochoc qui leur a dit soit vous allez rester visible et mourir ensemble, soit vous allez gagner dans un collectif où éventuellement vous allez réussir à vous diluer. Moi, l'argument que je donne contre ce que vous avez fait, c'est aussi de dire, imagine qu'en fait, ouais, le truc de mettre des pressions avec les signatures, etc., ça fonctionne pour obtenir une union. Imaginez en 2022 une autre timeline où ça aurait marché. Ouais. Dans le processus, le fait d'avoir tapé, ça endigue la dynamique de campagne de ce parti qui aurait eu la tête du rassemblement, tu vois. Moi, je pense pas. Moi, je pense en termes de coût-bénéfice, je pense que le négatif est quand même plus. C'est un point où on n'est pas d'accord parce que je pense qu'on n'a jamais fait de mal aux gens en termes d'image grand public, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait un équivalent à la meute, par exemple, en disant voilà ce qu'ils produisent ou dit du mal. On dit ils doivent faire l'unité. T'avais dit quand même face à Guiraud, t'avais dit. Ils veulent pas gagner la présidentielle. C'est ce qu'ils nous ont dit eux. Hein. Après, on n'est pas d'accord. T'as parlé avec quelqu'un de la France Insoumise mais qui bien sûr. Que leur but, c'est pas de gagner la présidentielle en 2022 ? En 2020, on a fait la tournée des partis. Aucun parti nous a dit qu'il était capable de le gagner et que le but, c'était de reprendre l'hégémonie à gauche. Ah, moi, il va falloir des preuves solides pour ça parce que moi, quelqu'un de LFI qui dit que... et aller chercher des éléments qui... non, mais là, c'est une discussion. J'ai que ma parole pour preuve, LFI te disent le but, c'est pas de gagner... J'ai pas d'éléments pour venir prouver ce que je dis, donc je l'affirme juste avec ma bonne foi. Et tu peux pas nous dire qui ou... Ah non, mais en 2020, on a rencontré plein de cadres de la France Insoumise dans différentes rencontres, notamment avec la rencontre des justices. Est-ce que c'est Clémentine Autain qui t'a dit en fait on peut pas gagner? Non. Est-ce que c'est Raquel Garrido? Non, c'est des gens qui sont encore à la France Insoumise aujourd'hui. Et ces personnes... Mais tu peux pas dire qui?
Non, parce que ça sert à rien, on va devoir s'expliquer encore avec eux. Non, pas de souci. Moi, je dis juste que dans notre expérience à nous, il faut le comprendre, les personnes nous disent la priorité, c'est de reprendre de l'hégémonie à gauche. Qu'en fait, la Après, gauche... t'es d'accord que tu penses pas que c'était représentatif de la position des gens de LFI? Honnêtement, c'était un avis d'une personne. En mon fort intérieur, je pense que les cadres insoumis, je parle pas du peuple électeur, les cadres insoumis ont commencé à croire à une victoire de la présidentielle les 5 dernières semaines. Honnêtement. Je pense que pendant la campagne, ils y croient pas. Du point de vue extérieur, parce que moi j'y suis pas, hein, je connais pas ces gens et tout, mais de l'extérieur, moi j'ai pas du tout l'impression que eux pensent qu'ils peuvent pas gagner. Ils ont pas l'air d'être des doomers, quoi. Ils ont l'air d'être l'inverse de doomers, justement. Si on prend le coût-bénéfice, si tu regardes le compilateur de sondage du Huffington Post sur la campagne 2022, là où moi j'ai aucun scrupule, c'est que les sondages explosent pour la France Insoumise le jour où la primaire populaire soutient Jean-Luc Mélenchon, parce que de mon point de vue, on a été ce tiers extérieur qui a été permissif pour un vote qui était encore perçu comme très dangereux pour plein de gens et qui ne souhaitait pas voter Jean-Luc Mélenchon parce que c'était l'extrême gauche. Et donc quand on dit il est possible de gagner, il faut soutenir Jean-Luc Mélenchon le 5 mars 2022, t'as tout le monde qui suit, t'as Cyril Dion qui s'y met, Christiane Taubira qui fait pareil, et donc t'as eu un emballement pro-Mélenchon qui fait que derrière, ça ne fait que monter jusqu'au premier tour de la présidentielle, et donc je crois pas une seconde qu'on leur ait fait perdre des points. Enfin vraiment, on les a au contraire. Le 5 mars, on soutient Jean-Luc Mélenchon, on fait campagne pour Jean-Luc Mélenchon jusqu'au premier tour de la présidentielle, et on a même été dans les locaux de la France Insoumise rue de Dunkerque pendant 5 semaines. C'est-à-dire que la France Insoumise nous dit on a besoin de votre aide, on passe des phone banking, comme on dit, c'est-à-dire de l'appel jour et nuit. On a appelé plus de 140 000 personnes sur la base des 560 qui avaient voté pendant 5 semaines, qu'on va convaincre de voter Jean-Luc Mélenchon au premier tour, par logique de vote utile et de qualifier la gauche au second, en racontant justement un second tour Macron-Mélenchon, ça change tout. Donc on a fait ce travail comme des gueudins, et je pense que, sans être les seuls, on a un rôle déterminant dans le fait qu'au final, Jean-Luc Mélenchon fasse 22%. Donc ça c'est stylé ce que vous avez fait sur la fin. Après, moi je pense que vous auriez dû faire ça dès le début, mais bon. Oui, mais parce qu'en fait, nous, on avait un postulat qui au final s'est avéré réel, qui est que Jean-Luc Mélenchon n'était pas capable d'aller au second tour sans l'aide des autres. Donc nous, on avait une logique qui était de dire... Attends, t'as l'impression que le PS, ELV, le PCF ont aidé Mélenchon ? Non, parce que genre t'avais littéralement le PS qui faisait campagne en disant c'est un pro-Poutine. C'est ce que je viens de dire. Jadot qui disait faut faire le vote du cœur, il faut pas faire le vote utile. En 2020, on pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas capable d'aller au second tour sans l'aide des autres. Or, il n'y est pas parvenu et il n'a pas eu l'aide des autres. Un candidat. 400 000 voix. C'est possible. Oui, mais c'est la preuve que c'était possible, franchement. En fait, c'est pas vérifiable ton hypothèse que... Moi, je pense que c'était super de faire du phone banking pour Mélenchon. Sur la fin de la campagne, c'est super. C'est jamais vérifiable complètement. Hein. C'est utile, c'est pas vérifiable que c'est. des hypothèses stratégiques. Donc là, la ligne grise, c'est le moment où la primaire rejoint Mélenchon. Donc Mélenchon va passer la ligne grise maintenant. Tac, ça fait que exploser. Il ne faut pas négliger aussi tous les groupes d'action, LFI. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que c'est une campagne de malade. Et puis ils ont fait une campagne exceptionnelle. Il y a un autre narratif qui est intéressant sur cette fin de campagne 2022. Beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens disent les vrais gens qui soutenaient LFI et qui ont fait un vote d'adhésion, entre guillemets, c'est genre 11% ou 13%. Ouais, parfois, tu as des chiffres comme ça. Moi, c'est ce que je pense aussi, mais... Ok, on n'est pas d'accord. La vidéo qui a fuité, c'est alors, je finis juste là-dessus. Donc 13% adhésion et tout le reste pour arriver à 22, c'est des gens qui voulaient voter pour autre chose, mais qui changent d'avis dernière minute, etc. Et sinon, ils auraient voté pour les petits candidats de gauche, pour les Roussel, Jadot, etc. Et tu m'as montré qu'il n'y a pas d'évolution des sondages des autres mecs de gauche. Attends, là, il faut qu'on le voit sur... Ouais, donc si tu regardes, par exemple, entre... donc là, on est début avril, si on prend genre 2 semaines avant, autour de là, Roussel, il y a 3%, il finit... À 2,28. Pareil. Et donc il perd quasiment rien. Il perd quasiment rien. Poutou, il perd quasiment rien. Hidalgo, elle est déjà dans ces sondages-là à 2% ici, donc elle perd quasiment rien. Et Jadot aussi, il est autour de 4, 5... et il finit aussi à 4,6. Par contre, Mélenchon passait de 14% à 22%. Donc en fait, c'est des gens qui, dans les sondages, répondaient qu'ils allaient s'abstenir. C'est eux qui ont, dans les dernières semaines, dit non, en fait, on va y aller pour Mélenchon. Je me souviens de tous les gens qui donnent ce truc de... ça fonctionne. Ah, mais Mélenchon, il a absorbé des gens qui voulaient voter pour d'autres gens. Donc en fait, il y a moins de gens qui adhèrent. C'est pas ça qui s'est passé. Pour moi, ça prouve à nouveau que Mélenchon n'est pas capable seul... parce que les autres, en fait, quand même, s'ils avaient un candidat en moins, ils se seraient repliés sur lui. Même un Poutou qui prend un point. Désolé, mais en fait, chaque point compte dans cette séquence. Donc, il y a quand même un truc qui est factuel, c'est que tant qu'ils sont 5 ou 7, si on prend l'extrême gauche... Ouais, merci le chat pour le graphique. Sur la ligne de départ,
en fait, on peut rien faire. Et Ouais, donc nous, exposons regarde, Mélenchon. mets ton curseur début mars, nous c'est le 5 mars. Ouais, mais attends. 5 mars. Je détecte un C'est petit là. sophisme, corrélation, Quoi, causalité. Sophie Ok, bah non, mais ça, on Bah oui, saura jamais. c'est pas parce que c'est. Comment tu prouves Bah, tu peux pas prouver la causalité Moi, juste parce que franchement, c'est je parle corrélé pas, dans le temps. je dis juste observons une corrélation que je présente. La courbe, elle explose. Alors après, la faute à qui? On peut dire c'est Roussel qui était le plus proche parce que c'est un communiste. Ils ont fait campagne ensemble avant. Il aurait dû se bouger. Et en fait, c'est les points qui auraient fait la différence. De toute façon, 400 000 voix, n'importe quel candidat de gauche en moins aurait suffi. Donc désolé, mais il y a quand même un truc de comment tu les fais travailler ensemble pour qu'ils arrivent à s'associer. Bon, ouais, Après, en tout cas, dire que en tout cas, la théorie. Non, mais la Ça leur a coûté, franchement, il n'y a aucun électeur dans le doute qui s'est dit « Ah, la Prix Impopulaire, elle dit du mal. » En plus, on n'a jamais dit du mal. Trouve-moi un extrait, on dit du mal. On dit juste « Ils sont pas pour l'unité. » Trouve-moi. J'écoute ce que tu dis dans la vidéo. Mais... Et dans la vidéo, on dit du mal. Non, dans la vidéo, tu dis on essaie de faire passer leur code de popularité. Leur code de popularité parce qu'on met l'union devant. Et c'est les sondages qu'on a commandés régulièrement qui montrent que la priorité, c'est l'union. C'est-à-dire, est-ce que je soutiens quelqu'un qui va faire un collectif ou est-ce que je les soutiens personnellement? Mais à un moment donné, nous, on n'a jamais dit un tel, il est pas vraiment de gauche ou il est pas dans l'arc républicain ou c'est... On n'a jamais dit ça. À aucun moment, au contraire. Enfin bref, on va pas parler des heures C'est les là-dessus. différences stratégiques, la date de quoi. On peut pas savoir, les gens, mais bon, on a... On rentre dans le... Comment est-ce qu'on sonde les âmes à partir de là. Ouais, donc peut-être vite fait, on peut aussi revenir sur NeoVote pour passer au prochain truc. Il y a toute une partie de la vidéo où je parle un petit peu de ce vote électronique, de la plateforme NeoVote. Ouais, c'est bon. Ça va, t'as encore un peu de... Ouais, j'ai une demi-heure. Ok. Bon, faut qu'on se dépêche, peut-être on a des tas de trucs, mais... On parle du futur après. Ouais, ce qui est peut-être plus... En vrai, peut-être on parle de ça direct, parce que c'est quand même plus... Ouais, je pense que c'est bon. Après, non, je pense que le dernier truc à debunk, c'est tu que... peux repasser aussi, hein, si tu veux. Je repasse quand tu veux, avec grand plaisir. Il y a un dernier truc sur Taubira qui est important, c'est que nous, vous auriez été au résultat du vote de la Prix Impopulaire à Bendo le 31 janvier. Quand on a vu que Taubira l'emportait, on avait quand même une mine défaite que la presse a largement commentée. Personne dans notre équipe avait préparé la victoire de Christiane Taubira. Alors ça, je comprends pas comment c'est possible. Elle a joué le jeu. Parce que nous, je te promets, de l'extérieur, je sais. Alors, tout le monde se disait, mais c'est... Je sais. Parce que, en fait, je sais, mais avec les chiffres... elle a joué le jeu. Prise, Christiane Taubira arrive en tête. En fait, les chiffres de parrainage. Vous n'étiez pas dit genre, waouh, attends, il y a plein de fans de Taubira qui participent à notre truc. Les chiffres de parrainage, j'ai une explication toute simple. Les chiffres de parrainage, on pense qu'en fait, de fait, il y a des fans de Taubira qui vont investir la plateforme Prix Impopulaire pour se dire... Ah, mais ça, c'est dès genre septembre, octobre que... Attends, avant, parce que les parrainages, ils ont commencé en juillet. Et là, Mélenchon, il est vachement soutenu aussi. Hein. Mais cette information est... Août. 20 août, donc Taubira à 15 000, mais genre loin devant tout le monde. Ok, et Mélenchon, il est pas en Taubira... Alors, attends, là, on va l'avoir. Site pendant des mois. Tu le vois pas, Mélenchon? Il va être plus bas, il y a Autain, Ruffin, un peu... Ah, Mélenchon, 8300. Donc tu te dis pas, genre en août, Taubira a plus du double des parrainages sur ton site. Plus du triple. 24. Et tu te dis pas, genre, waouh, les fans de Taubira sont hyper participants dans notre truc. Tu n'as pas vu ces chiffres. Alors, on l'interprète comme un autre symptôme. La première chose qu'on interprète, c'est que la dispersion des candidats de gauche désespère déjà le peuple de gauche massivement. Les sondages montrent un dégoût, mais tout une ça volonté sort d'équipe. Taubira était absente depuis 5 ans. C'est un effet providentiel. La preuve, c'est que quand ça arrive sur les sondages, elle n'a pas cette traduction-là. C'est-à-dire que les gens qui soutiennent la Prix Impopulaire sont des gens qui potentiellement s'abstiennent ou sont dégoûtés de l'attitude divisée de la gauche, voient une figure qui a un affect très important, c'est quelqu'un qui est adoré pour ses productions littéraires et pour ses coups de gueule et pour le leadership qu'elle exerce pendant la Manif pour tous. Et donc, un public très spécifique. Mais c'est classique dans l'histoire... Non, ça je pense pas. Et c'est classique dans l'histoire des votes que la personne qui n'est pas là a une cote d'opinion toujours plus favorable que la personne qui est là. Donc en fait, elle n'est pas dans le jeu, elle est vue comme une sauveuse, et donc... mais les sondages ne montraient pas ça. Enfin, les sondages, ils montraient Mélenchon en... Oui, je dis pas le contraire. Je dis juste que les gens, le fait que les gens l'adorent est aussi un effet de qui est capable de rassembler les autres. Et donc, il faut comprendre que la plupart des gens du peuple de gauche, ça c'est un postulat qu'on partagera peut-être pas, ils sont pas très au clair sur où est-ce qu'ils habitent entre Olivier Faure, Marine Tondelier, Roussel, Autain, Ruffin et Mélenchon. Ils savent qu'ils sont pour une gauche de rupture, qu'ils veulent pas retomber dans Hollande, qu'ils sont pas du bloc central, mais leur préférence au sein de ce spectre, c'est pas aussi clair que la classe politique elle-même. Donc, ils voient une nouvelle figure qui n'est pas encore testée, ils se disent, tenez, on teste Taubira. Mais nous, ce qu'on imaginait à ce moment-là, il y a deux choses qu'on imaginait. La première, c'est qu'en fait... Ok, mais attends, parce que ça c'est super intéressant, mais toi tu disais que quand le vote est arrivé à sa conclusion, vous avez été super surpris
que tu peux Taubira regarder gagne. la salle. En fait, Mais comment t'es surpris que Taubira gagne alors que Taubira est en tête dès août, dès septembre, dès parce octobre dans tes qu'on trucs? pense qu'elle a une fanbase importante à ce moment-là, qui utilise la plateforme de la primaire populaire, tant mieux pour eux, mais on pense que comme les sondages mettent Jadot et Mélenchon, en fait la primaire va trancher entre Jadot et Mélenchon. Tu pensais que le truc Taubira est la plus représentée sur votre plateforme, c'était temporaire? Et Et que genre entre-temps, mais bien sûr, surtout qu'en plus les gens ont dû se plus les gens parce que s'inscrivent, la plus plateforme de vote, au Ok. total, on a eu 40 000 votes au total, parce que tu pouvais voter plusieurs fois. Parce que moi j'ai dit je prends un énorme shot de Tabasco si c'est pas Taubira. Hein. Ah bah tant mieux. En tout cas là, nous peut-être qu'on a été dans un déni collectif. Je dis pas le contraire. C'est juste que en fait nous on arrive pour enlever un candidat, on en rajoute un. Donc forcément on s'en veut. Et forcément ça c'est l'échec majeur Alors de la primaire. ouais, ok. Et ça c'est Mais incontestable. ça, parce que si tu te dis il faut pas qu'on rajoute une candidature de plus, pourquoi vous avez dans votre règlement autorisé des candidats qui n'étaient pas déjà... Le règlement dit qu'il fallait être candidat à la présidentielle pour être candidat à présenté la au vote. présidentielle. Or, Christiane Taubira s'est déclarée à la présidentielle avant d'être présentée au vote. Tu remarqueras que ceux qui n'étaient pas candidats à la présidentielle, comme Clémentine Autain, Attends, mais c'était pas déclaré publiquement. avant le 15 décembre, c'était ça le règlement. Le règlement disait toute personne candidate, je le raconte en entier, à la présidentielle au 15 décembre et dans notre top 10 de parrainage sera soumis au vote. Et on fera sa campagne. Or, Taubira... Et seulement ceux-là. Oui. Et c'est pour ça que Autain et Ruffin, qui étaient dans le top 10, n'ont pas été présentés au vote. Parce qu'ils n'étaient pas candidats à la présidentielle. Christiane Taubira, tu regardes sa vidéo... Mais pourquoi dès août? Pourquoi vous n'avez pas pris cette limite, genre bien en amont? Pourquoi 15 décembre? Ok, erreur. On peut dire que c'est une erreur. Tu prends genre, oui, c'est au moment de l'été, parce qu'une campagne, ça se prépare hyper en avance, tu vois, même Mélenchon. En fait, nous, on a commencé la campagne en 2020. Pour, il faut comprendre qu'on cherche à alerter la gauche sur une attitude qu'on trouve irresponsable. Donc, en fait, quand on commence en 2020, le date de vote, tu l'as souligné, elle est déplacée 3 fois parce qu'on a espoir que ça marche. Et jusqu'au bout, on y croit. Jusqu'au bout. Et moi, en plus, je me dis, Jadot ou Mélenchon vont tellement mobiliser leur base sur la primaire populaire que l'un des deux va l'emporter. Ça va permettre aux autres de se retirer par KO et on fera la campagne d'un seul et on ira au second tour. Honnêtement, ce qui peut peut-être choquer le plus les gens, c'est qu'on n'a pas de préférence personnelle à ce moment-là. On en a évidemment, mais pas affiché dans le process. C'est-à-dire que nous, on croit qu'on peut les mettre autour à condition qu'il y en ait un qui s'impose aux autres. Il se trouve que Taubira l'a emporté parce que aussi on a été maltraité par les partis. T'aurais pas les partis qui nous disent pendant des mois ce que vous faites c'est de la merde, on n'a aucun égard pour vous, on vous parlera jamais, vous êtes qui, vous sortez d'où, bah t'as pas Taubira qui monte dans cette base-là. Les gens qui ont signé la primaire populaire, c'est quand même 1 demi-million de personnes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mobilisé 1 demi-million de personnes dans cette période, même Mélenchon l'a pas fait sur sa base. Ce demi-million-là, il se sent méga méprisé, il porte une nouvelle alternative que ceux qui sont déjà existants. C'est que tout ce qui se fait sans eux, en fait, ça se retourne contre toi. Tu dois forcément bosser avec eux parce qu'ils font partie du paysage, parce qu'ils sont dans la Constitution, parce que... Après, il faut voir... Enfin, tu dis oui, ils auraient dû, en gros, dire oui, aller participer à la primaire populaire. Donc du coup, on va venir au truc, à la critique. Je pense, pour moi, c'est la critique centrale dans ma vidéo du concept de primaire en lui-même, tu vois. Ma critique centrale, c'est qui va voter dans cette primaire. N'importe quelle primaire. Tu regardes la primaire PS de la fois d'avant, votre primaire à vous, la primaire populaire, qui va voter dans ce truc. Pourquoi on pourrait partir du principe que les gens qui vont voter dedans seraient un échantillon représentatif des électeurs entre guillemets de gauche? Bah pour moi tu peux le postuler et en fait au final quand seuil de présence physique, ce que la tu peux le postuler s'il y a 15 millions de participants. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a 3-4 millions. Les gens qui votent NFP, c'est combien de gens qui votent NFP? 9 millions 2. Ça c'est législative. Mais si tu fais la somme au présidentiel. Ah, la présidentielle, non, c'est pas beaucoup plus. Hein. Non, c'est même moins. Disons 12 millions, juste hors de grandeur, tu vois, 10 millions si tu veux. Genre faire voter tout l'arc de gauche, quoi. Il faudrait qu'il y ait littéralement, pour que ça soit représentatif. Bah, c'est là où on n'est pas d'accord, c'est que pour moi, c'est des maths. Bah non, c'est des maths. Si, parce que si t'as 3, même si tu fais une primaire énorme, imagine, il y a 3 millions de personnes. Mais et donc, sur les 3 millions, il y aurait un biais naturel qui ferait qu'un candidat serait plus... Mais pourquoi ? Mais parce que 3 millions, c'est la loi des grands nombres. Qui s'intéresse au processus de primaire en ligne et tout, c'est disproportionnellement. En ligne, je suis d'accord, c'est la critique que je fais a posteriori à nous-mêmes. Même en physique. En physique, c'est pas un truc de gens éduqués. Tu prends tous les bureaux de vote existants, il y en a 60 000 en France, t'en ouvres la moitié, tenus par des militants. Les gens, ils adhèrent à une charte de principe. Je suis désolé, pour moi, ça fonctionne très bien. Les gens qui sont plus proches de l'abstention. Ouais. Tu vois, des gens qui sont dégoûtés du système. Moi, ils vont voter à une primaire en bas de chez eux, désolé. Hein. Non, mais ils vont déjà pas voter aux élections nationales.
Oui, alors voilà, donc c'est soit ils votent à aucun des deux. Qui sont beaucoup plus importantes qu'une primaire. Donc ils votent à aucun des deux. Ils sont éloignés de la politique, ils vont pas... non, c'est... Et en plus, c'est aussi le profil de gens qui est plus favorable à une rupture. C'est quand même vachement plus démocratique de construire un truc avec un vote de masse que de partir de qui est devant dans les sondages. Et autre truc, parce que là on part du principe que ces 3 millions de personnes seraient des gens qui veulent la gauche. Non mais ça c'est pareil, l'idée qu'il y ait la droite qui vient... Bah non, mais tu sais pas. Non mais mec, tu sais pas du tout qui va participer. En fait... Faudrait retrouver des documents là-dessus. Comment Jadot... Je suis pas venu avec des preuves, je suis venu avec la sincérité. Mais on peut les trouver si c'est intéressant. Non mais tu repasseras avec les preuves si tu veux. Il y a des documents Jadot, il gagne la primaire contre Sandrine Rousseau. Ouais. Alors que j'ai l'impression que la base des gens ELV, ils sont beaucoup plus proches sur les positions de fond que Sandrine Rousseau. Genre quand ils voient Jadot dire le capitalisme, l'écologie, le jardinage, je sais pas quoi, là, quand il a soutenu le jardinage. Je suis pas d'accord. T'as Éric Piolle qui est en... Moi, je pense qu'il y a plein de gens plus macronistes qui sont allés voter à la primaire ELV. Moi, je pense pas. Je pense que c'est marginal, c'est des effets qui sont pas mesurables. Éric Piolle, écoute-moi une seconde. Éric Piolle, il est en retrait dans le second tour Rousseau-Jadot. Il a été très choqué par une conflictualité aux yeux des Verts l'été 2021. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'une partie significative de sa base ait voté Jadot. C'est pas choquant. Malgré les désaccords, parce qu'ils se disent le mec il a été chez Greenpeace. Faut penser aussi la façon dont les gens voient les choses, c'est pas toujours une façon très politisée, formée, carrée. Enfin, c'est... Moi, si je résume la primaire populaire sur l'échec et la réussite, pour moi, il y a 2 échecs majeurs. Le premier, c'est de faire sans les partis. Et le deuxième, c'est à la fin d'avoir ajouté quelqu'une qui, en fait, n'a pas été capable de fédérer. Ça, c'est les 2 échecs. Est-ce qu'on aurait pu les anticiper ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est incontestable. Les réussites, mais c'est le plus gros vote de 2022. Les Verts, ils ont fait 110 000, personne n'a fait un vote comme le nôtre. Et le deuxième, c'est que ça a montré une aspiration. Ça a montré une aspiration très forte à l'Union qui est en train de s'imposer pour 2027. C'est-à-dire que l'électorat de gauche, et si tu crois au sondage comme représentatif, montre qu'aujourd'hui, ils sont entre 85 et 95% en fonction du sondage à vouloir une candidature unique. Donc ça a montré, ça a visibilisé un désespoir sur le fait qu'on a besoin qu'ils s'associent entre eux. Ça a été maladroit, c'est fait de manière profane, c'est des gens qui n'ont pas touché à la politique, c'est rempli de candeur, il y a des erreurs de com, mais en tout cas, ça dit une aspiration profonde pour le rassemblement. Je suis d'accord, l'aspiration profonde sur le rassemblement. Moi, j'en fais partie, j'aimerais bien qu'il y ait une candidature unique du NFP, je pense que c'est la stratégie optimale pour la prochaine présidentielle. C'est juste qu'en fait, on n'est pas d'accord sur quel serait le moyen d'arriver à cette candidature commune, parce que, moi, je suis désolé, tu m'as pas convaincu sur l'échantillon non représentatif. Bah, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être convaincu. Je vois pas... Moi, j'ai pas d'autre élément à te dire, je pense. Parce que pour moi, il pourrait y avoir une primaire, là, la primaire on peut remonter un peu sur la discussion, je veux voir un peu ce que ça raconte avec ce qu'on dit là. Ouais, vas-y. On est obligé d'être d'accord, franchement... Je dis juste qu'en tout cas, ça valait la peine d'essayer et que quand on l'a fait, on pensait qu'il y avait un moyen. Clément Viktorovitch dit que la primaire à gauche, c'est l'arrivée, pas le départ. Primaire, ok, mais d'abord sur quel projet ? Bah normalement, tous les partis du NFP, ils ont signé un fucking programme quand même à un moment, même si le PS arrête pas de le trahir et que les autres disent pas grand-chose quand le PS le trahit. Ouais. Tu veux répondre au chat ? Non, ça va. En fait, on est d'accord, pas d'accord, c'est pas très grave. En fait, ce que je trouve important, c'est de se poser la question. Je me demande combien de personnes se disent pourquoi des électeurs de gauche ont organisé la primaire de populaire et pourquoi des gens ont voté la primaire populaire. Il y a quand même une réponse à trouver à ça. Parce que ça a été quand même un phénomène de masse qui a beaucoup agrégé. Bon. Alors, ce serait quoi la raison ? Quel est le moteur dans ce cas d'avoir voulu faire la primaire populaire ? Moi, je suis d'accord avec toi. Diviser la gauche pour perdre ? Non, je suis d'accord. Non, parce que là, on parle des gens qui... Moi, tu sais, j'avais plein de proches qui ont participé, enfin, sont allés voter à la primaire populaire, qui me disaient, c'est une super idée, c'est un super projet. Donc moi, j'ai vu pourquoi les gens étaient motivés. C'est une tentative. Je pense que moi, j'aurais été pro-primaire populaire si votre processus, dès le début, c'était pas un vote en ligne avec un échantillon non représentatif, mais ça avait été un truc représentatif, notamment si ça utilisait les sondages, tu vois. Genre pour moi, si tu changeais cette donnée-là, c'est un débat sur la méthode. Même limite même ton truc de faire pression en disant venez, on fait le serment de Romainville, on met pression pour pas que les gens aient des parrainages pour les conserver pour le vainqueur du processus et tout. Si vous avez fait ça collectivement dès le début en disant pour que ça soit représentatif, le seul moyen qu'on puisse le faire, c'est avec les sondages. Bah franchement, je sais pas s'il y a un seul truc négatif à dire dessus, tu vois. Enfin, mon épisode 1 de ma série docu, c'est sur l'effet spoiler. Le sondage, il est quand même vachement moins démocratique. Alors, il y a un truc scientifique avec le panel. Mais c'est des maths. Mais il est avant coup. Enfin, ça veut pas dire que c'est parfait, il y a une marge d'erreur. Bien sûr, je me trompe pas là-dessus, mais bon. Moi, je pense que la primaire populaire en web, c'est surtout le Covid. Faut quand même avoir conscience que s'il n'y a pas de Covid, on n'a aucune raison d'aller sur du numérique. Honnêtement. Donc ça, c'est la première chose. Ouais, même en physique, ça aurait pas été.
Autre question. Si c'est Glucksmann qui gagne la primaire... Mais il veut pas d'une primaire. Ok, si c'est François Hollande qui gagne la primaire... Moins, mais jamais, mais il sera jamais... Ah, mais tu pensais que le PS voulait une primaire? Oui, mais je rappelle qu'il y a un conflit au PS en ce moment entre les hollandistes et les autres, et les unitaires qui veulent aller vers la gauche de la gauche, et qu'en ce moment, les unitaires sont devant. Hein. Mais le point que j'essaie de dire, c'est... Imagine que c'est quelqu'un qui est plus l'aile droite du NFP, on va dire. Moi, je participe pas à une primaire s'il y a François Hollande. Qui gagne cette primaire. Est-ce que tu penses que, par exemple... Il n'y a pas de primaire avec un hollandiste, ça n'existe pas. Et s'il y a Glucksmann, ça présuppose de sa part un engagement sur le fond du projet. Parce que la personne qui dit c'est l'arrivée, c'est vrai. Si on se met d'accord sur un projet et que c'est un projet de rupture, Glucksmann, il est le bienvenu dans une primaire. Le problème, c'est quel projet économique, notamment. Enfin... Je pense qu'à un moment, le sujet du fond politique, il va falloir l'aborder. Par exemple, Ruffin, il a trahi sur plein de positions progressistes, plein de positions de gauche. Il a fait des compromis avec la droite ces dernières années. Mais ça, c'est ce que doit traiter la plateforme qui construit la primaire. Ouais, mais tu vois, c'est quel engagement si quelqu'un comme Ruffin gagne imagine, même dans une hypothèse, je pense que ça va pas arriver, mais même dans une hypothèse où LFI appellerait à cette primaire et tout, et Ruffin gagne, de toute façon, je vois pas les gens de la France Insoumise, après les dernières années qu'on a vécues, je vois pas Mélenchon ou plein d'autres personnes appeler à voter Ruffin. Non, et moi je fais confiance à la démocratie. Ça, c'est un autre primaire qui est bien organisée. C'est un autre point dans ma vidéo, c'est genre, regarde même la primaire du PS 2017, enfin, primaire de la gauche, mais... Ouais, non, tu vois, avec PS, Valls et tout, Valls y perd. Pour participer, il a dit je m'engage, si je perds la primaire, je me range derrière le vainqueur. On va pas etc. arrêter de faire confiance à la démocratie Jour parce qu'il y en a qui l'ont manipulé. Mais non, mais je suis d'accord, mais c'est pas parce que Valls. Sinon, on fait plus rien. Comment on fait si ça se reproduit il y a une chance que ça se reproduise. On continue d'y croire. C'est juste aussi, on n'a pas d'autre meilleur plan B. Enfin, je veux dire, on continue de tenter. Il y a des gros trous stratégiques. En fait, on pourra jamais engager les gens à tenir leur parole et à être intègres. Je veux dire, à un moment donné, s'il y a des menteurs comme Manuel Valls qui ne tiennent pas leur parole, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Mais même, tu vois, là, il y avait, je pense, la dernière fois qu'on s'était parlé, même, on n'avait pas encore eu la sortie de Glucksmann sur le fait qu'il voulait pas faire la primaire. Et on se demandait, genre, oui, s'il y a une primaire Glucksmann, où il y aurait, genre, dans les candidats Glucksmann et Mélenchon, par exemple, on était d'accord pour dire, bah ouais, mais Glucksmann va jamais se ranger derrière Mélenchon et vice-versa. De toute façon, moi, je pense qu'on peut dire ça même avec Ruffin. Ou même avec. Mais ça, c'est un problème, c'est qu'en fait. Enfin, n'importe qui du PS, en fait. Après que le PS ait trahi le NFP en votant pas les motions de censure. La question, c'est sur quel sujet on Comment tu veux qu'LFI se range derrière le PS? Sur quel sujet on décide d'être réaliste et prendre le réel comme une donne? Et sur quel sujet on décide d'être utopiste et d'essayer de s'imposer au réel? C'est-à-dire de le modifier. On parle de la vidéo quand on dit voilà ce qu'on veut faire comme infléchissement. C'est pas utopiste de vouloir modifier le réel. C'est la base de la lutte politique. Eh ben, c'est la base de la lutte politique. Donc, si on dit que c'est pas utopiste et que c'est juste en modifier le réel, tu dis un tel va pas soutenir, va pas s'associer, mais ça dépend de nous. En fait, avec une pression démocratique, parce qu'encore une fois, pardon, mais la pression que la primaire a fait... Est-ce que tu vas aller mettre pression, sur LFI de soutenir un mec du PS genre, mais c'est pas ça le sujet. Là, on n'est pas sur ce cas de figure. On est sur... On est sur, est-ce qu'on accepte que des candidats s'engagent collectivement à faire équipe ensemble et qu'ils sont capables de trouver un terrain d'entente? Pour moi, c'est la base de l'action politique et de l'utopie que d'essayer de les mettre d'accord. Et on va pas abdiquer parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Enfin, je suis désolé, mais c'est quand même l'objectif. Là, on a à J+5 ans une perspective de se dire on va y aller tous ensemble. Et on peut gagner tous ensemble. Voilà, bah ça, je pense que ça participe de l'héritage de la primaire populaire. Est-ce que tu as vu que Olivier Faure a fait une sortie où il a dit il faut une candidature commune à gauche, mais sans la France Insoumise? Il a pas dit sans Mélenchon? Je pense qu'il a dit sans LFI, hein. Les gens, le chat trouvait le clip, vous avez entendu ça, le chat, normalement? Il y a un sondage qui est sorti et qui fait apparaître le fait que la gauche rassemblée, de Ruffin à Glucksmann, est en mesure aujourd'hui d'être au second tour et je l'espère de battre l'extrême droite demain. Donc la gauche, pour vous, ça va de Ruffin à Glucksmann? La gauche est plus large, bien entendu, mais le rassemblement que je prône, c'est celui-là. D'accord, donc vous excluez les insoumis? Je crois qu'ils se sont exclus d'eux-mêmes, oui. Non, mais vous les excluez. Oui, bien sûr. Mais enfin, donc il n'y aura plus d'accord d'appareil entre les insoumis et cette gauche que vous voulez rassembler, c'est ça que vous dites? C'est ce que je dis. Il a pas dit sans Mélenchon? Je pense qu'il a dit sans LFI. Faut qu'on parle de ça quand même. Est-ce que tu penses pas que... Parce qu'on est d'accord qu'on est pro-programme du NFP. Ouais, ça c'est bon, pas de problème. Et on est d'accord. En plus, il a été signé 2 fois, et en plus, NFP, il est plus... C'est bien, déjà, c'est un bon point de départ. Non, ça, il n'y a pas de problème. Mais donc... Motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Le PS refuse de voter à 5 reprises la motion de censure
C'était avant pour Barnier. C'est une stratégie politique. On peut la contester. Moi, je l'aurais pas adoptée. C'est une stratégie. C'est une trahison. C'est une stratégie. Premier paragraphe du programme LFP. Ils ont valorisé partout. On s'oppose au macronisme. On fait tomber. Mais il y a le budget, manières. c'est un budget de droite libéral. J'ai pas voté ce texte. Je suis pas député socialiste. Je dis juste que. Mais est-ce que tu Olivier Faure, il doit rassembler son parti. Il est candidat. Je suis allé aux législatives 2024. Je suis allé faire du porte-à-porte et tout. Même à des gens qui détestent le PS, se sentent trahis, etc. Je suis allé leur dire non, si vous êtes dans une circo où il y a quelqu'un du NFP, on s'en fout de quelle partie du NFP, ça sera mieux que l'alternative. Et c'est un bon projet, le NFP, j'étais pour ça, pour que même pas un an après, ils refusent de voter une motion de censure alors qu'ils se sont engagés. Enfin, je rappelle, le but c'était quand même Lucie Castet, première ministre, mettre la pression à Macron. Le PS a complètement abandonné ça. Ils ont complètement trahi. À partir de quand tu considères, parce que toi tu prends et comme pas juste une sur donne... ça, sur le fond du NFP, genre Olivier Faure qui dit je suis contre la proportionnelle aux législatives. Eux, ils ont considéré... Sur un plateau télé, c'est dans le programme LFP noir sur blanc. Ils ont considéré comme une donne le fait que Lucie Castet serait pas première ministre. Pourquoi ils ont voté la motion de censure Chacun contre sa Barnier. Perspective des donnes et des variables. Pourquoi ils ont voté la motion de censure contre Barnier? Parce qu'ils y ont vu un intérêt dans leur stratégie qui est de faire passer les 4 textes qu'ils ont fait passer. Bon, j'ai oublié le contenu, mais ils font que de valoriser ce qu'ils ont eu. Attends, je veux dire, c'est leur stratégie, il n'y a pas de problème. Là, c'est les éléments de langage du PS. Mais oui, c'est les macronistes qui leur ont envoyé un communiqué pour leur dire si vous aviez pas cédé, on aurait fait des trucs encore pires, mais on les a pas fait finalement. Au final, le budget, il est désastreux. Au final, on a Bayrou, on a Retailleau ministre. Comment le PS a laissé faire ça? Comment on peut dire que c'est pas une trahison de la gauche? En fait, si le PS avait voté la censure, il n'y aurait pas eu la censure. Hein. On sait pas. Oui, c'est toujours pareil, on sait pas. Non, parce qu'il y a eu la première fois. Non, mais ils ont voté une fois une censure, le PS. Ouais, ils ont voté contre Barnier. Oui. Et contre Barnier, ça a marché. Avec l'aide du RN. Oui, parce que le RN a voté aussi. Donc on sait, là, sur ce seconde censure, le RN n'a pas voté la censure. Donc non, ils n'ont pas voté, mais on ne sait pas s'ils n'auraient pas voté si parce le que PS n'avait pas dit... Non, mais il faut... Mais si, parce que... hypothèse. Et non, mais là... le RN, il serait allé parce que le PS y va. Non, mais... Pourquoi ils l'ont fait la première fois, le RN? Pourquoi ils ont voté pour... Parce que c'était une différence de contexte. Ils ont considéré... C'est à peu près le même budget. Mais non. Mais c'est pas une question de contenu sur le budget, c'est une question d'échéance. Je pense qu'il y a eu une peur de la classe politique, à tort ou à raison, mais il faut comprendre la psychologie des gens, qui a considéré que absence de budget voulait dire blocage. La France insoumise a expliqué partout que ça voulait pas dire blocage, mais ça n'a pas forcément été entendu. Il y a plein de gens qui ont considéré que c'était plus sérieux de laisser le budget passer, parce que c'était pire d'un point de vue de la casse sociale de pas avoir de budget que de voter un budget. C'est plus sérieux de baisser les financements pour les hôpitaux. Mais moi je vais jamais penser un truc pareil. Ouais, d'accord, mais les gens le pensent. Bon, c'est pas un argument. Enfin, en fait, on sait pas déjà. Mais finalement, moi, il faut être capable d'entendre les perspectives différentes. Qu'est-ce que ça aurait permis si tout le NFP votait cette motion de censure, PS compris? Parce que déjà, faut reconnaître, le PS s'est complètement isolé de ses autres partenaires du NFP, parce que tous les partenaires ELV, PCF, LFI ont voté les 5 motions de censure contre Bayrou. Donc le PS, c'est les seuls. Enfin, ils ont fait bande à part du NFP quand même. Oui, on ne le rappelle pas assez souvent. C'est une stratégie qu'ils ont menée. Et les seules personnes qui ont un peu dénoncé quand même fermement le fait que le PS fasse bande à part, c'était LFI. Mon point de vue, c'est que LFI a dit vous pouvez revenir à la maison quand vous voulez au PS. Donc c'était quand même très diplomatique de leur part. Mon point de vue, c'est que je finis sur le point. Qu'est-ce que ça permet politiquement? Imaginons même l'hypothèse où le PS vote les motions de censure, le RN ne la vote pas, et donc en gros, Bayrou il reste au pouvoir grâce au RN. Mais exclusivement grâce au RN. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire oui, c'est aussi grâce à la gauche aussi t'es d'accord pour me laisser appliquer ce texte, parce que maintenant les macronistes se servent évidemment du PS pour dire, en mettant bien sûr le PS dans l'étiquette gauche, dans LFP, en disant regardez, on a fait une concession à la gauche. Moi je pense qu'il y a... On a fait une concession à la gauche. Ce que ça aurait permis, c'est tout l'LFP aurait pu arriver et dire c'est le RN, regardez, les seuls qui trahissent, les seuls qui sont du côté macroniste, c'est le RN, et maintenant il faut que le NFP ait une majorité absolue pour appliquer sa politique, quoi. Et maintenant les électeurs sont perdus. Ils se disent non, le NFP, il y a une partie qui sont OK avec le gouvernement Macron. Le bloc de gauche est un bloc multi-tradition, multi-contribution politique. On a tendance, quand on est à la gauche de la gauche, à ne pas entendre les points de vue et même de croire qu'en fait, il n'y a pas de base électorale à cette partie de la gauche social-démocrate. Ils ont une base qui a conçu, et je ne partage pas ce point de vue, comme perspective le fait qu'il était sérieux. C'était sérieux, donc il y a tout un rapport à la convenabilité. Côté social-démocrate, c'est plus convenable de faire ça, que c'était plus sérieux de laisser passer un budget.
Mais non, c'est ce que eux ont. Mais c'est pas vrai, il y a plein de gens qui pensent ça, alors je peux t'en présenter. Oui, non, mais il y a plein de gens qui pensent ça, mais ils tombent dans un piège, à mon avis. Peut-être, mais en tout cas, quand t'es parti socialiste, non, mais bien sûr, mais moi, j'aurais jamais fait ça, mais tu représentes ton parti, t'as une base. Juste pas prendre de l'eau. Je t'en prie, t'as une base qui s'apprête à voter pour un congrès, tu veux entendre ce qu'elle te dit, notamment elle te dit il faut empêcher le blocage du point de vue de l'État parce qu'il y a eu cette peur un peu fantasmée de dire il va y avoir un shutdown comme aux US, bah le PS a fait ce choix stratégique. Pour moi la réalité c'est qui va gagner le congrès du PS. Mais je sais, tu me dis ce que pensent les gens. Il y a tellement de postulats et présupposés à chaque fois, c'est-à-dire que toi, t'as un postulat que je partage qui n'aurait jamais eu de shutdown. Ce postulat n'est pas partagé par une partie électorale de gauche. Mais je sais, mais sauf qu'il y a plein de gens qui l'ont cru. Donc le PS, il est aussi fidèle à sa base, il fait aussi un exercice démocratique en fait. La cuisine de Ruffin. Bah non, c'est la cuisine de Mulch. Bon, bah en gros... On est d'accord qu'une victoire de la gauche de rupture est possible en 27. Oui, pas que possible, déjà t'es anti-doomer, déjà t'es pas doomer. C'est quoi doomer ? Doomer, c'est genre, tu te dis, de toute façon, on est foutu. Non, jamais. L'extrême droite va gagner. Non, la planète va exploser. Non, j'y crois pas une seconde. Les sauterelles vont s'abattre sur nous. Non, on doit gagner, on peut gagner que avec une alliance large, parce que je pense aussi qu'on a besoin de montrer un esprit d'équipe. C'est la victoire du PSG ce week-end, excusez-moi, mais faut qu'on sorte de Mbappé et des stars qui coûtent une fortune et des égos des leaders. On doit avoir un collectif qui s'efface, qui fait bloc et qui oublie les identités particulières et qui se met dans un groupe. Et on est capable de le faire. C'est ça qu'on essaie de promouvoir depuis 5 ans. Je serais d'accord avec toi si l'élection présidentielle dans la 5ème République, c'était comme un match de foot. Tu vois, tu te résignes. Chacun se résigne pas au même point. Sauf que là, c'est pas un match de foot, c'est un match de tennis en fait. C'est un match de tennis. La façon dont la présidentielle se joue n'est pas une donne. La façon dont la présidentielle se joue, c'est nous qui l'écrivons. On n'est jamais d'accord sur les donnes et les variables. Non mais toi tu dis c'est une donne que la présidentielle c'est du match de tennis. Je suis pas d'accord. Il faut une candidate ou un candidat. Mais on peut mettre un nom de chef d'équipe qui a fait toute la campagne avec une équipe. C'est pas vrai. Aux États-Unis, c'est aussi un candidat. Sanders, il a fait toute sa campagne avec une affiche d'équipe en disant Not me, us. Ça marche. Je suis désolé, c'est une façon. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on considère comme une donne. Moi, je considère que la présidentielle unipersonnelle, ça n'est pas une donne. Ça se modifie dans la pratique. Ça veut dire que tu fais tous tes meetings en groupe, que tu fais tout ton programme en groupe, tu fais tes affiches en groupe, et il y a un nom sur le papier qui est le capitaine d'équipe. Et ça, je pense que c'est possible. Je pense qu'on a une culture électorale qui le rend possible. Donc on arrête de considérer qu'il nous faut forcément une superstar. Et comme Mbappé, depuis qu'il s'est barré, on a une équipe qui s'impose. Pour moi, c'est la même histoire qui va se passer. Et je pense que de la même manière, tu sais, c'est le mec Renoir dans 24 heures chrono qui avait préfiguré la victoire d'Obama. Moi, je pense que la victoire du PSG préfigure la victoire de la gauche. Je le pense vraiment. Mais vraiment, c'est une équipe qui va arriver. C'est une belle victoire, c'est sûr. Mais c'est une équipe qui va arriver. Et il y a des mecs, je suis sûr qu'on peut prendre tous les rôles. Marquinhos, c'est la personne qui est là depuis 13 ans, qui se bat pour l'union de la gauche, c'est genre Clémentine Autain. Elle est là, elle l'a toujours répété, elle a été carrée, elle a soutenu la gauche de rupture, elle a écrit l'avenir en commun, elle est sortie à la fin parce qu'elle est plus d'accord tout en prenant l'union. Bah, en fait, c'est la même chose. Il va y avoir un truc sans superstar. Et toute tentative de superstar, c'est un échec annoncé. C'est ça qui va se passer. Est-ce que t'es pour une primaire alors, pour 2027 ? Je suis pour une primaire à 4 millions de votants dans 60 000 bureaux de vote en mai ou en octobre 2026, auquel participent tous les candidats qui reconnaissent le programme du NFP, avec un système de parrainage qui exige 10 députés et 100 maires. Si tu n'as pas 10 députés et 100 maires, sinon tout le monde peut y aller, c'est des candidatures de témoignage, tu as un appui démocratique, c'est-à-dire que tu représentes une portion de l'opinion politique, 10 députés, 100 maires, tu vas à la primaire. Ça fait entre 5 et 7 candidats. Okay, Désiré Doué, c'est Philippe Poutou. Voilà le chat, vous avez la réponse du coup. Samuel est toujours. Je suis grave d'accord, Désiré Doué, c'est Philippe Poutou. Je suis pour une primaire sans faire les erreurs de la primaire populaire. J'ai une question pour toi. Sans faire les erreurs de la primaire populaire. Est-ce que, imaginons, c'est quelqu'un hors LFI, on va dire, qui gagne cette primaire. Tu penses que le rapport de force avec l'Union européenne, tu penses que le rapport de force avec la classe capitaliste pour augmenter les salaires, pour taxer le capital, tu penses qu'ils vont appliquer ça ? Alors, moi, le seul pour lequel j'ai un doute... Tu penses qu'ils sont crédibles à un seul moment rapport de force pour classe bourgeoise, Union européenne, ouais. on a les mêmes peurs. J'ai exactement les mêmes peurs que toi. Le seul dont je doute aujourd'hui, et j'aurais besoin d'un engagement plus fort de sa part, c'est Raphaël Glucksmann. Je ne sais pas comment il conçoit le rapport de force. C'est le seul, vraiment ? J'ai pas de doute dans Marine Tondelier. Jadot. Mais Jadot... Tondelier sur le plateau de l'UMA. Donc il faut la fin du capitalisme. Si vous voulez. Il faudra m'expliquer ce qu'on fait à la c'est vous qui... on voit bien,
Non, mais on voit bien que... Est-ce que vous êtes pour dépasser le capitalisme? Elle dit, bon, je connais rien qu'on peut mettre à la place. C'est un accident de communication de sa Oui. part. On va pas Non, mais c'est incroyable. À chaque fois, c'est un accident, c'est pas le fond politique. Mais je pense que Marine Tondelier n'a pas de fond politique capitaliste. Elle est aussi dans un contexte où les gens ont intégré le capitalisme elle a pas de comme fond une politique post-capitaliste. Moi, j'ai confiance dans Marine Tondelier, dans Lucie Castet, dans François Ruffin, dans Clémentine Autain, dans Fabien Oui, ça fait Roussel. beaucoup d'accidents, oui. Mais non, mais j'ai confiance dans tous ces gens sur le fait de faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire rapport de force avec l'Union européenne, tenir tête au patronat et à la classe bourgeoise. Le seul dont aujourd'hui j'aurais... Mais Hollande encore moins, mais Hollande, il est pas de gauche, Hollande, donc on a dit qu'on prenait que des gens qui ont été... Mais Hollande peut se présenter à votre primaire, en fait. Mais non, 10 députés et 100 maires. Et le programme du NFP 10 députés pro-Hollande, mais bien sûr que si. Et le programme du NFP. Attends, 10 députés de n'importe quel bord? Ouais. Donc des macronistes peuvent parrainer Hollande? Non, 10 députés élus sur le NFP. 10 députés élus NFP, bien sûr, dans les 190 du NFP. Hollande a signé le programme du NFP, hein. Bah si, vu qu'il s'est fait, élire dans la coalition. Oui, non, mais je sais, mais bah oui. Mais c'est incroyable, en fait, vous vous rendez jamais compte de comment c'est facile d'arnaquer tout le monde avec votre Hollande processus. À une primaire, il se prendra une raclée parce qu'on sera 4 millions à voter, qu'on lui dira en fait t'as détruit la gauche. C'est votre Votre truc a donné Taubira en 2022 et t'es là à reproposer le même truc et tu te dis bah non, c'est pas le même truc. C'est pas le même truc. Bah si. Non. En tout cas, il y aura un échantillon non représentatif. Il y aura un échantillon non représentatif qui va voter. C'est pas le même truc. Sur les 10 millions, regarde ce qu'on a sous les yeux. Sur les 10 millions que tu vois à l'écran là, il y aura quelque chose comme ça. Là, en plus, c'est même pas le... Je reprends un élément fondamental de la différence, c'est qu'en prix impopulaire, on le fait sans l'accord des candidats qui ne mènent pas campagne. Parce que si Mélenchon, il avait mené campagne à la prix impopulaire, il l'a remporté haut la main. Non, bien sûr, on n'en sait rien. Mais bien sûr, mais c'est pas quand même. Qui peut voter dans cette primaire? Laquelle? La prochaine 2027, ouais. 4 millions de personnes qui veulent aller au bureau de vote en bas de chez eux. Mais n'importe qui. Et tu crois que la droite va se mobiliser pour un truc comme ça, elle leur a même pas repéré la date? C'est mal connaître la politisation des Français. Donc n'importe qui peut aller voter dans la primaire? Attends, moi je te parle d'une primaire où les gens sont consentants. Hein. T'es d'accord que déjà 30% des gens qui se déplacent pour les élections votent à l'extrême droite? Mais c'est pas du tout pareil de se déplacer à une élection 25% votent macronistes et tout. C'est pas du tout les mêmes gens qui se déplacent à une primaire qui est quand même une communication de courant et de champ de la société qu'à une élection nationale. Si ça se passe, tous les médias vont en parler, les médias mainstream en parlent. Mais ça mobilisera pas. Il y a une grande primaire large, tout le monde peut y aller. Bah, moi, on n'est pas d'accord sur les analyses qui sont difficiles à prouver encore une fois, mais je crois pas une seconde que des gens de l'extrême droite et du centre se mobilisent pour une primaire de la gauche. Ils seront peut-être 10 000 à le faire sur 3 millions. Une vidéo de Glucksmann qui passe, c'était quoi? Ah non, c'est l'alerte, c'est l'alerte de don. Quelqu'un fait un don. On a Glucksmann qui dit, je sais plus ce qu'il dit. Il dit une phrase marrante. Bon, on prend rendez-vous. J'ai rendez-vous dans 2 minutes là. Ouais, tu veux qu'on continue à un autre moment? Bah grave. Hein. Ok. Bon, on a fait un bon début de débat en tout cas. Hein. Ils sont réguliers les streams ou pas? Je suis dispo lundi. Ouais, on fait des streams. Bah tu peux revenir carrément lundi prochain. Hein. Allez. On reprend. Comme ça, on parle du futur, parce qu'on a beaucoup parlé du passé. On a encore des sujets. Hein. Attends, je peux te poser une dernière question? Vas-y. Est-ce que je croyais l'électeur de Mélenchon face à Macron 2022? Oui, j'y ai cru quand nous, on l'a rejoint. J'y ai pas cru avant. En gros, les gens... Attends, je dis pour le chat. Donc, Samuel Gibowski, il est d'accord avec moi, par exemple, que en 2022, au second tour, c'était possible que Mélenchon gagne face à Macron. Ouais. Moi, je pense que c'est même probable, parce qu'il y aurait un débat d'entre deux tours où Macron se serait... voilà. Et puis, le contexte était hors sondage, et tu peux pas sonder un truc qui est pas réel. Sauf que toi, maintenant, ce que tu dis, c'est par exemple, tu dis Mélenchon a 0 chance de gagner en 2027. Oui. Parce que dans les sondages second tour qui sont faits actuellement, où il y a une hypothèse Mélenchon... Non, c'est un des éclairages. Mélenchon, il perd. Non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'il y a une partie... C'était déjà le cas la dernière fois, mais tu y croyais quand même. Mais c'est pas les sondages qui me font penser ça. Ce qui me fait penser ça, c'est la masse significative. Pareil, j'ai pas de preuves, on est sur de l'analyse politique, donc il faut qu'on assume aussi les postulats qu'on pose. Mon postulat, c'est qu'il y a une partie significative de gens qui ont voté Mélenchon en se bouchant le nez en 2022 qui ne le referont jamais. Qui préfèrent mourir que de refaire ça. Parce que, même si c'est une propagande, on peut dire ce qu'on veut sur le poids des médias et du bloc bourgeois, parce qu'ils ont été dégoûtés par un certain nombre de choses depuis 2022, Quatennens, 7 octobre et la purge, qui en fait font qu'ils ne pourront plus revenir en arrière. Donc je pense que, et puis surtout parce qu'il a dit faites mieux et qu'il a promis qu'il sortait. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui Mélenchon soit capable de se qualifier au second tour en 2027.
En fait, ce qui est vraiment bizarre dans cet argument-là, moi je me souviens très bien dans le quinquennat d'avant, où on avait autour de 2019, 2020, 2021, ce même narratif de dire, parce qu'il y avait déjà eu genre, tu sais, les perquisitions, il y avait je suis d'accord. Moi je disais pas ça à l'époque. Grosses affaires médiatiques pour cracher sur LFI. Moi je disais pas ça à l'époque. Et malgré ça, tu vois que il y a eu une progression au présidentiel 2022 par rapport aux 5 ans d'avant. Un autre postulat différent qu'on a, c'est que moi je pense qu'il a une base. D'où ça vient que tout d'un coup maintenant la progression pour moi, est impossible. Il a une base pure à 10% des Français. Encore une fois, je parle de LFI, pas Mélenchon, parce qu'on ne sait pas si LFI va présenter Mélenchon. Ce qui est très différent déjà. Parce que pour moi, si c'est pas Mélenchon, ça rend le truc. Enfin, il y a un obstacle particulier sur lui qui a peut-être été construit par l'extérieur, mais en tout cas qui est une donne désormais. Donc. Mais il y a aussi un aspect positif particulièrement sur lui aussi. Peut-être, mais en tout cas qui compense pas. Il est très bon orateur, il fait des meetings devant 10 000 personnes, il est convaincant, il passe à la télé, il fait des super passages médias, les gens le suivent. Tu vas dans la rue, moi quand je fais des porte-à-porte et tout, les gens connaissent Mélenchon, mais ils connaissent très peu d'autres gens de LFI. Ouais, probablement. Surtout, il faut qu'on reprenne lundi prochain, camarades, parce que là, moi je vais me faire démonter. Merci pour votre attention. Mais pour conclure, en gros, je pense qu'on va rester sur un désaccord sur la stratégie 2027. Moi, je suis plutôt pour que y ait un rassemblement derrière la candidature qui est en tête. Il fuit le débat. Non, les gens, il est juste allé à part les bourgeois de gauche qui sont pas réellement de gauche. Mélenchon n'est pas un repoussoir des eaux. T'as Glucksmann à 16% et Mélenchon à 14%. T'appelles à voter qui? Glucksmann ne fait pas partie de la gauche. Vote utile à gauche pourrait pas inclure Glucksmann. Tu vois ce que je veux dire? Bon, vas-y, je vais dire au revoir à Samuel. Non, t'inquiète. On est en live, on voit tout. Bah oui, les gens, c'est un live. Vous avez l'expérience. Ok, c'était super intéressant en vrai. Hein. En fait, il avait un truc juste après, donc il a dû partir un peu vite et tout. J'ai rien suivi, mais de ce que j'ai entendu, c'est un faux argument. Mélenchon repoussoir. Bah, les gens, moi, je suis pas d'accord avec ça. Après, en fait, c'est comme d'habitude. Moi, je sais pas pourquoi on parle de Mélenchon spécifiquement, alors qu'on n'en sait rien sur est-ce que Mélenchon sera le candidat LFI. Vous avez pas joué de piano, je suis déçu. Ouais, on n'a pas eu le temps. Je voulais qu'il me montre ce qu'il fait en mode jazz sur le clavier, ça aurait été marrant. La vibe est bonne à refaire. Bah franchement, les gens, moi j'aime bien le concept de juste, tu te ramènes, tu viens sur le stream. C'était dur de croire à sa victoire avec tout un mouvement opposé à lui. Oui, c'est réel. Mélenchon est un repoussoir de la droite. Le PS est un repoussoir de la gauche. Si on a un candidat PS, on n'a pas d'électeurs. Mais oui, mais je suis complètement d'accord. Mais en fait, c'est ça le problème avec Samuel Grybowski, à mon avis, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être qu'on va réussir à le convaincre, à le faire changer d'avis là-dessus, mais moi je suis d'accord qu'il est un petit peu délu quand même sur le PS et la propension de tous les gens qui ont voté pour la gauche de rupture. Tu sais, comme si le fait que le PS fait 2% à la dernière élection, c'était complètement évacué, on oubliait que la gauche de rupture faisait 22% et la fausse gauche de droite faisait 2%, genre comme si ça avait jamais eu lieu. Je suis déçu, je croyais que c'était Chris de Position Revue. Waouh, alors lui, faut qu'on parle de Position Revue aussi. Déjà, il englobe la gauche dans un fourre-tout idéologique, c'est pas possible. Non, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est genre, dès que je vais sur un sujet de fond, dès que je vais par exemple sur le sujet de fond de le PS qui a trahi le NFP, tout d'un coup, c'est genre, non, mais on croit au rassemblement, on croit à l'union. Il y a une volonté de masquer. Quand je dis, mais Ruffin, il a trahi sur le fond, sur plein de sujets. Sur la réforme du RSA, il était complètement absent. Il a même assumé qu'il fallait accepter, oui, tout le monde connaît une personne qui est un assisté, qui touche les aides, et donc on peut pas convaincre les gens, donc on peut pas mener ce combat contre la réforme RSA de Macron. Pareil sur la Palestine, Ruffin était désastreux. Il a explicitement dit, je refuse le terme de génocide. Alors qu'on est en train d'assister factuellement à un génocide des Palestiniens. Et dès que tu essaies d'aller sur ces sujets-là avec Samuel Grybowski, c'est genre non, on évacue tout ça, on oublie l'union, c'est vraiment chelou. Bull, je pense que le réel problème, c'est que la politique a l'air d'être un roleplay pour beaucoup de gens. Ah, je sais pas. Non, je pense que Samuel Grybowski, il est sincère dans ses idées, dans son combat. Je pense juste qu'on est juste pas d'accord sur la méthodologie, quoi. Fort colonisation à l'envers dans certains quartiers. Mais oui, mais les gens... Bon, ça va tomber à chaque stream en fait, cette lumière. Vous avez eu le bruit la dernière fois, on l'a pas entendu. Comment je fixe un tube à un mur en fait? Vous savez que je suis littéralement allé au Leroy Merlin et j'ai demandé comment vous pensez que je peux faire ce truc et ils sont juste moqués de moi en fait, c'était vraiment bizarre. Des mâchoires au rayon plomberie, ouais, faut que je tente ça. Faut que je tente un truc comme ça. Bon, vous en avez pensé quoi de ce format où on reçoit quelqu'un? Franchement, vous êtes étonné ou pas de parler avec Samuel Grybowski? Moi, ça fait vraiment discussion métaverse. Je suis étonné, MDR, je m'y attendais pas.
Sur le fond, il a l'air bon, mais sur la stratégie, il est bizarre. Bah, dites-vous qu'on a eu une discussion avant ça avec Samuel et on a parlé de genre, par exemple, dépasser le système de logement capitaliste actuel, bail acquisitif et fin de l'exploitation par la propriété privée lucrative des logements. Et genre, on était 100% d'accord là-dessus avec Samuel Gibowski. Genre vraiment, il était super intéressé par ça. Donc ouais, sur des trucs comme ça, sur des trucs de fond, je pense qu'on a des points d'accord. Tout ce que j'ai entendu, c'est primaire à 4 millions d'électeurs physiques pour des candidats soutenus par 10 députés et 100 maires, ça me convainc pas. Il a dit que ce qu'il faisait, si ça se fait, mais ça atteint pas les 4 millions d'électeurs. Bah... ouais, genre, il y a très 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 peu de chances que ça atteigne 4 millions d'électeurs, même il y a très peu de chances que ça atteigne 1 million d'électeurs. Je rappelle que la primaire populaire en 2022, on dit ouais, on vise 1 million de participants, bah au final ça a été même pas 500 000. Mais en fait, ça aurait rien changé même s'il y avait eu 1 million ou 2 millions de personnes. Hein. Il y aurait toujours eu un biais des participants, un échantillon non représentatif et donc potentiellement passer complètement à côté de la candidature qui a le plus de chances de gagner. Enfin, vraiment, je suis désolé, mais tout ça a déjà été débunk dans la vidéo épisode 4. À la plateforme, comme le disaient les organisateurs de la primaire populaire. Et non, parce que même en prenant un nombre de participants très irréaliste, par exemple 20 fois plus, on n'aurait toujours pas pu conclure que la candidature la plus populaire sur la plateforme était en effet la plus populaire au sein de l'électorat. Pour ça, il aurait fallu soit réellement la participation des 14 millions environ d'électeurs de... C'est des vrais chiffres, les gens. Parce que les gens pensent que, genre, le travail, il est pas sérieux, mathématique et tout. Mais en fait, quand je vous affiche ce petit dessin avec le chiffre 2 640 000 participants, et qu'en temps réel, je mets à jour le résultat hypothétique, ça c'est un vrai résultat hypothétique que j'ai pu avoir en prenant un certain échantillon des électeurs 2022, et mathématiquement, tu démontres que c'est absolument possible d'avoir 2,6 millions de participants et de ta primaire qui donne Jadot gagnant de la primaire. Dans une situation où au final, Mélenchon faisait 22% et Jadot faisait 4,6%. C'est absolument possible, c'est juste des maths. Il faut juste que dans cet échantillon-là, il y ait pas mal de gens qui sont pro-Jadot par rapport aux gens qui sont pro-Mélenchon. C'est tout. Et bah ouais les gens, c'est des stats, c'est des maths en fait. Comment tu peux nier des maths au bout d'un moment ? Imo, c'est problématique que tu puisses passer du temps à faire ça. Mais non, parce que je suis littéralement fou les gens. C'est pour ça que les épisodes, c'est des giga bangers. En fait, il faut faire ça parce que après, tu regardes ces épisodes dans 5 ans et ça sera encore valide le raisonnement. Chaque truc sera valide. Les grands nombres, c'est compliqué. Bah, c'est pas si compliqué, hein. T'as la loi des grands nombres. Il va revenir toutes les semaines, c'est pas grave. En vrai, je trouverais hyper marrant que la méta pour les prochaines présidentielles, c'est genre il y a Samuel Gibowski qui vient chez moi toutes les semaines et on refait le même débat toutes les semaines. Je pense que c'est une bonne timeline hein, si on fait ça. Peut-être pas refaire le même débat, je pense qu'il y a d'autres sujets à parler avec lui. Les lundis Gibowski, c'est mieux que les Philoche Friday. Qu'est-ce que ce stream est devenu en fait ? On alterne entre des débats Samuel Gibowski et Gérard Philoche. C'est la nouvelle méta.